Il aura donc fallu 2 tours à Friedrich Merz pour devenir chancelier allemand. Après avoir perdu le premier tour de scrutin de manière inattendue, il a finalement obtenu 325 voix en sa faveur, soit plus que les 316 requises. C'est donc le soulagement pour le nouveau chancelier après le chaos de la matinée. C'est la première fois dans l'histoire de la République fédérale qu'un nouveau chancelier n'obtient pas la majorité des voix après avoir remporté les élections et conclu un accord de coalition. Il s'agit également d'une déception personnelle pour Friedrich Merz qui avait clairement indiqué qu'il s'attendait à obtenir aisément une majorité au Parlement étant donné que sa CDU et ses partenaires de coalition disposent ensemble de 328 sièges. On ne sait toujours pas qui, lors du vote à bulletin secret, n'a pas soutenu sa candidature à la chancellerie, bien qu'au vu du vote, il soit évident que certains dissidents proviennent de la CDU ou du SPD. Tous les membres du SPD ne se sont en effet pas montrés satisfaits de l'accord de coalition entre les deux formations, bien qu'il ait été approuvé par une large majorité de la base du parti. De son côté, l'AfD, deuxième parti au Bundestag, a eu la critique facile, soulignant que cette coalition débutait de manière plutôt instable. Le président intérimaire de la Roumanie a nommé mardi Cătălin Predoiu, l'actuel ministre de l'Intérieur, au poste de Premier ministre du pays. Cătălin Predoiu, membre du Parti national libéral, dirigera un gouvernement intérimaire pendant 45 jours avec des pouvoirs limités. Il prend ses fonctions après la démission de Marcel Ciolacu à la suite des mauvais résultats de leur coalition lors de l'élection présidentielle partielle de dimanche. Cătălin Predoiu a déclaré qu'il avait voté pour une présidence qui garantirait l'équilibre et le dialogue dans la crise politique que traverse le pays. Les 4 principaux aéroports de Moscou ont été fermés pendant plusieurs heures, après une deuxième nuit consécutive d'attaques de drones ukrainiens sur la capitale russe. Kiev n'a pas commenté ces frappes, qui surviennent à quelques jours des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Plusieurs alliés de la Russie, dont le président chinois Xi Jinping, devraient assister à cet événement dit du jour de la victoire vendredi. Côté ukrainien, les autorités rapportent que la Russie a effectué de nouvelles frappes de drones sur des cibles civiles pendant la nuit de lundi à mardi. Au moins une personne a été tuée et plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés dans une attaque russe sur Odessa, dans le sud du pays. Le maire de Kharkiv rapporte également une vingtaine de frappes sur plusieurs quartiers de la ville, qui ont blessé au moins 4 personnes et endommagé des immeubles de bureaux, un centre commercial et des habitations civiles. Alors que les frappes se poursuivent sans interruption, Vladimir Poutine a proposé une trêve de mercredi à samedi, une initiative que Kiev considère comme une opération de mise en scène de la part du Kremlin, qui vise à réduire son isolement sur la scène internationale. Dans son combat acharné contre l'immigration clandestine, le président américain Donald Trump a adopté une nouvelle mesure dans laquelle il propose de payer des immigrés en situation irrégulière pour qu'ils s'auto-expulsent. L'administration versera une allocation de 1 000 € et paiera le billet retour vers le pays d'origine à chaque candidat à l'expulsion. Mais le processus de départ ne peut se faire que via une application pour téléphone portable. Le gouvernement américain assure qu'il s'agit là d'une façon digne de quitter les États-Unis. Selon ce dernier, cette procédure va permettre de baisser les coûts d'une expulsion d'environ 70%. Cependant, une étude réalisée en 2011 avance que les programmes similaires mis en place dans le monde entier encouragent peu de personnes au départ. Les associations de défense des droits des immigrés sont vent debout contre cette nouvelle mesure. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a ordonné une réduction d'au moins 20% du nombre de généraux et amiraux 4 étoiles en exercice. Il a également ordonné une réduction de 20% du nombre de hauts gradés au sein de la garde nationale et 10% d'autres effectifs au sein de l'armée. Les conditions d'application de ces réductions d'effectifs n'ont pas été précisées. Une décision qui s'inscrit dans la continuité de coupes opérées dans les rangs supérieurs du Pentagone depuis le début du second mandat de Donald Trump. Le ministre de la Défense affirme que ces réductions favorisent l'efficacité, mais ses détracteurs l'accusent de mesures politiques qui ciblent les hauts fonctionnaires opposés à la nouvelle administration. Plusieurs généraux ont déjà été renvoyés, y compris le président de l'état-major interarmé et les 2 seuls officiers 4 étoiles féminins de l'armée américaine. Pour justifier ces mesures, Pete Hegseth a affirmé que l'objectif était de libérer l'armée de couches bureaucratiques inutiles.
24 heures après le bombardement par les rebelles houthis de l'aéroport de Tel Aviv, Israël a riposté comme il l'avait annoncé et fait pleuvoir les missiles et le feu sur le port de Hodeïda. Le bureau des médias des rebelles a déclaré qu'au moins 6 frappes avaient touché les installations portuaires. Une personne a été tuée et 35 autres blessés dans d'autres frappes sur une usine de ciment à environ 55 km au nord-est de la ville selon le ministère de la Santé des Houthis. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir engagé une vingtaine d'avions de chasse, larguant plus de 50 munitions sur une multitude de cibles. Les Houthis ont affirmé peu après qu'il s'agissait d'une opération conjointe israélo-américaine. Un responsable américain de la défense a déclaré que les États-Unis n'avaient pas participé directement aux frappes israéliennes, mais un autre responsable a un peu plus tard affirmé le contraire. Les bulldozers de l'armée israélienne ont démoli la majeure partie d'un village bédouin en Cisjordanie occupé. Une dizaine de maisons, des tentes et des enclos pour animaux ont été totalement rasés dans le village de Khalet al-Dab lundi. Et des familles entières ont été expulsées. Huge Israeli military forces with bulldozers invaded Khalet al-Dab, which is community we are in now. And they start destroying homes after forcing families to leave their homes, taking them out, children, women, men, taking their properties out of their homes and then destroying a home after another. Les démolitions ont eu lieu à Masafer Yatta, une région du sud de la Cisjordanie où les colons israéliens étendent peu à peu leur réseau d'avant-postes. Ce conflit territorial est au cœur de No Other Land, un documentaire qui décrit les violences commises par les colons. Le co-réalisateur du film, Bassel Adra, affirme que les démolitions ont pour but de permettre l'extension d'Israël en Cisjordanie occupée. Since October 7th, the Israeli army with the settlers established 3 illegal outposts around this community and now erasing this village to create more and more Israeli illegal settlements in the area. Israël affirme que les bâtiments détruits avaient été construits illégalement dans une zone militaire. Cette démolition coïncide par ailleurs avec le projet des forces israéliennes de raser plus de 100 maisons dans 2 camps de réfugiés situés dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des manifestations antigouvernementales ont éclaté en Israël ce lundi soir à la suite d'informations faisant état de nouveaux objectifs militaires dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement israélien à Jérusalem, exigeant un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Les manifestations ont fait suite à l'annonce que le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait approuvé des plans visant à s'emparer de l'ensemble de l'enclave palestinienne et à y rester indéfiniment. Le plan prévoit aussi le transfert de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud, suscitant des inquiétudes de déplacements forcés. There's no reason to continue on with this war. What we did for 1.5 years. Last 1.5 years, and we couldn't succeed. We won't be able to do it now. They just want to hold the strip of Gaza and make a new settlement there. They will stay there. Soldiers will be killed, and the hostages will come back in black sack. That's what will happen. We are here to protest against the government, and we are calling to stop the war, which I believe is no longer a war, it's a genocide. We are here to call to bring back the hostages. We know that Netanyahu does not want the hostages back because he wants to keep his throne forever. We know that the messianic parties just simply wants to annex the West Bank and Gaza Strip, and we are against that. Israël a repris ses opérations dans la bande de Gaza à la mi-mars et contrôle désormais près de la moitié du territoire. L'armée israélienne affirme que l'objectif est de vaincre le Hamas et de libérer les otages. Le blocus de l'aide en place depuis cette reprise des hostilités a aggravé une crise humanitaire déjà quasi insurmontable pour les Palestiniens. Port-Soudan, visé par des attaques de drones ce mardi. Selon des responsables militaires, les forces de soutien rapide du général Hemeti seraient à l'origine de ces frappes. Selon les médias locaux, les bombardements ont provoqué plusieurs incendies dans différentes zones. Des sites stratégiques tels que l'aéroport et le port ont été touchés.
Port-Soudan, qui sert de siège provisoire au gouvernement soudanais, est la cible de bombardements depuis plusieurs jours. La localité, située à des centaines de kilomètres de la capitale Khartoum, a été relativement épargnée depuis le début du conflit. Pour rappel, depuis le début de la guerre en avril 2023, près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force, selon l'ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres se dit préoccupé par ces récentes attaques qui menacent selon lui la protection des civils et les opérations humanitaires dans une zone jusqu'ici épargnée par le conflit. En Jordanie, 1800 touristes du site antique de Petra, situé dans le sud du pays, ont été évacués par les autorités dimanche après que des crues soudaines ont frappé la région. Les corps d'une touriste belge et de son fils, qui avaient été portés disparus après des inondations dans la région de Choubak, ont été retrouvés. D'après le gouverneur de cette région, la Belge, accompagnée de ses 3 enfants, faisait partie d'un groupe de touristes qui comprenait également 14 Tchèques venus sans guide. Les autorités ont réussi à évacuer la majorité du groupe et les équipes de secours ont trouvé 2 de ces enfants en bonne santé. Sur ces images diffusées par l'autorité météorologique jordanienne, on voit des crues soudaines s'abattre sur le site antique, tandis que des visiteurs se rassemblent à l'entrée du Kazné, l'un des édifices les plus emblématiques de Petra, en attendant leur évacuation. Des évacuations de ce type ont déjà eu lieu par le passé, la région étant de plus en plus sujette aux pluies torrentielles et aux tempêtes.